j'aime partager. C'est que je me voyais pas non plus réussir quelque chose et pas le partager. En fait, ce qui me rend heureux, c'est de partager les choses. Et quand tu réussis dans l'entreprise, ben, tu réussis avec les autres. Et donc, le bonheur, il est partagé. Je crois que c'est aussi ça qui m'a fait petit à petit dériver vers l'entrepreneuriat. C'est avoir des responsabilités. C'est toujours pareil, en fait. Tu te rends compte que plus tu as de responsabilités, en tout cas, c'est ma vision et c'est mon tempérament, plus tu as de pression de réussir, mais plus en découle du bonheur quand ça marche. Salut Vincent. Salut Ben. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Quasiment dans tes bureaux. Alors on est dans une salle de réunion parce que tes bureaux sont à côté. Tout à fait. Juste pour la symbolique, mais je t'apprécie beaucoup. Je sais que tout le monde sait que tu as eu une carrière de rugbyman absolument exceptionnelle, mais quand tu me dis je t'accueille dans mes bureaux, j'ai trouvé ça stylé terrible. Tu vois, C'était le rêve de ma vie. La reconversion est totalement faite. Ouais, quand tu as tes bureaux, tu te dis que tu as basculé. C'est fait. Non, écoute, on va évidemment présenter ton parcours rugbystique qui est absolument exceptionnel, mais aussi ta reconversion d'entrepreneur, moi, que je trouve absolument fascinante. The Grind Game, c'est vraiment l'idée de se dire que tous les gens exceptionnels que j'ai la chance de rencontrer dans mon métier avec Teampact, des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes, tous ont vécu des moments d'adversité absolument intenses, parce que c'est l'ultra compétition, parce que c'est le drive, c'est l'ambition, c'est le courage, mais il n'y en a aucun qui a lâché. C'est de se dire que le premier qui lâche, il a perdu, quoi. Donc oui, on va évidemment te brosser dans le sens du poil parce qu'il y a largement à dire et à répéter et à te féliciter pour ce que tu as réussi à faire et ce que tu es en train de faire. Mais moi, ce qui m'intéresserait vraiment beaucoup, c'est d'ouvrir le capot pour parler un peu des moments plus compliqués, plus durs, que tu as dû traverser, que tu as évidemment traversé quand tu essaies d'être le meilleur du monde dans ce que tu fais et d'aller au bout de ton potentiel. Et ce que tu en as retenu et si tu as des petites best practices et des tips, exactement, et des anecdotes à en tirer. Ça te va ? Je suis à toi. 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion de France, 67, ça me fait mal au cœur presque de dire, tu vois, tellement il y en a. 67 sélections d'équipe de France, 2 grands chelems, finaliste Coupe du Monde 2011 et juste s'il en fallait encore un petit peu pour le rugby, meilleur marqueur d'essais de l'histoire du top 14 avec 101 essais. Ce qui en font à peu près 100 de plus que moi dans toute ma carrière. Ah, t'as dû en marquer quelques-uns. Des bons ballons portés. Ouais, exactement. Ouais, où je passais pas la balle derrière moi. Il manque quelque chose pour le rugby ? Il manque rien du tout. Il manque, si on veut compléter, c'est la montée en Pro D2, de Pro D2 en top 14 avec Grenoble, parce que ça part finalement de là. L'histoire, ça part de Grenoble. Et ce qui me permet de venir à Toulouse et d'être recruté, c'est peut-être l'année un peu, la superbe année qu'on fait avec le FCG à cette époque-là, qui permet de mettre les jeunes en lumière et qui a attiré l'œil du stade, je pense. Donc c'est pas un titre, mais je pense que ça a lancé mon début de carrière. Ça a lancé ton début de carrière, ça t'a permis de rencontrer un garçon qu'on aime beaucoup tous les deux, qui s'appelle Geoffroy Messina, qui a été à l'origine de notre rencontre, avec qui tu joues à Grenoble, il me semble. C'est ça, c'est cette année-là où lui aussi, ça lui a permis de s'envoler, et c'était une année un peu magique. Écoute, je te l'avais déjà dit, mais moi, on s'était rencontrés pour la première fois grâce à Geoffroy en 2005, il me semble, ou peut-être 2006, après un match Stade Français, Stade Toulousain, qui était toujours plein d'amicalité et de gentillesse. Et entre quand on s'est retrouvé en équipe de France, quand on s'est vu après dans nos métiers de consultants respectifs, un peu chez France Télé, franchement, t'as pas changé. Donc c'est un vrai plaisir et c'est avec beaucoup de sincérité que je te dis ça, que ça me fait hyper plaisir de parler avec toi. Si on parle de l'entrepreneuriat, de l'après-carrière, mais d'ailleurs qui a été un peu aussi pendant ta carrière, tu as été cofondateur d'une agence marketing sportif avec des associés assez connus, Team One, si je ne me trompe pas. Maintenant franchisé McDonald's, 127 employés. Donc c'est quand même un gros machin. Mais aussi, X-Body, tu m'avais dit un concept d'électrostimulation et peut-être d'autres trucs. J'ai oublié ? En fait, c'était, il y a eu ça, il y a eu une agence de marketing digital où j'étais associé. Je crois que pendant ma carrière, mes parents m'avaient poussé à continuer les études. Ouais. Ce qui, au début, quand on est jeune, on a l'impression que ça va être, pas du temps perdu, mais que ça va être chronophage par rapport à notre ambition de tout donner sur le terrain. Puis finalement, rapidement, je me suis rendu compte que c'était
dans une certaine mesure conciliable. Et puis ça a renforcé l'idée après de me dire que construire pour le futur, c'était plutôt rassurant et que ça me permettrait de, je pense, de jouer plus longtemps possible. Donc effectivement, pendant ma carrière, je me suis associé sur des projets qui ont été effectivement l'événementiel, le sport santé avec l'électrostimulation, le marketing digital. C'était plus par opportunité et c'était ce que je pensais être mon après-carrière en fait. C'était ma vision d'après-carrière. J'imaginais faire un petit peu de télé, mais je me suis dit, voilà, en étant associé, c'était rassurant déjà pour moi. Je me suis dit, je vais être accompagné sur ma sortie de carrière, je vais avoir plusieurs cordes à mon arc, je vais pouvoir voir différents univers qui vont pouvoir me plaire. Et voilà, et dans ma tête, j'avais construit ça pour mon après-carrière. Et puis finalement, tu l'as dit, au bout d'un an, j'ai changé d'orientation. Je suis reparti de zéro pour être franchisé. Donc, mais je crois que ça m'a porté pendant tout au long de ma carrière de me dire, voilà, je fais des projets, je commence à être en immersion sans en dépendre pendant ma carrière. Voilà, comme ça ça fera une continuité, une transition plus douce sur mon après-carrière, ce qui a été le cas, même si on se rend compte qu'on a beau prévoir plein de choses, ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite, et on n'a pas forcément les mêmes envies à 37 ans quand j'ai arrêté, qu'on les a à 20-25 ans. Donc c'était génial, ça m'a permis de me mettre en immersion dans le monde de l'entreprise. Et puis ça m'a donné, ouais, je crois, l'élan pour continuer après. Et est-ce que tu crois que ton parcours, en tout cas ton arrivée au Stade Toulousain relativement peu académique, à travers le parcours de la deuxième division, qui devient d'ailleurs maintenant un truc un peu à la mode, c'est assez marrant, parce que c'est hyper formateur, d'une région qui est peut-être un peu moins flash rugby des années 2000, celle de Grenoble. Est-ce que du coup, est-ce que tu as l'impression d'être un peu chanceux, un peu châté, comme on dit au rugby au début, et puis finalement tu saisis l'opportunité quand tu es là, tu te retrouves en face de John Alomou avec le maillot de l'équipe de France, puis c'est juste une parenthèse, tu fais pas de plan de carrière, tu te dis juste faisons match après match et on verra bien ce qui se passe. Zéro plan de carrière, effectivement. Moi j'ai fait aucune sélection jeune, donc j'en rêvais parce que j'aimais m'entraîner, j'aimais essayer de me rapprocher des meilleurs de mon équipe, tu vois, pour sentir que je servais à quelque chose, même si j'avais qu'un tout petit rôle, j'avais envie d'avoir un mini-rôle dans l'équipe. Mais oui, je me sentais chanceux. Et puis, de toute façon, on est chanceux quand on réussit. C'est qu'à un moment donné, on se donne les moyens, on travaille. Consciemment ou inconsciemment, on se donne des objectifs perso et puis à un moment donné, ça bascule. Effectivement, tu as parlé de Geoffroy Messina. À la base, le Stade Toulousain vient voir Geoffroy. Ils veulent un joueur confirmé. Et c'était déjà le cas de Geoffroy qui est multiplié. Et il signe à Clermont, je crois, à la base. Il signe à Clermont. Et ils hésitaient. Il fallait un joueur confirmé, un jeune, etc. Et finalement, c'est moi qui deviens le jeune joueur pas connu. Ils recrutent en même temps Trevor Brennan, Jean-Baptiste Elissal. Et ça s'est fait parce que j'ai su. Je crois que ça a été quand même la qualité de ma carrière, c'est de saisir les opportunités à chaque fois qu'on me l'a donné. J'ai pas été trop mauvais sur les matchs où on me regardait, où on attendait quelque chose de moi. Et effectivement, quand le stade est venu à Grenoble, j'ai fait le match qu'il fallait et puis finalement ils m'ont contacté. Donc la Pro D2 est maintenant un tremplin pour le top 14. Ça l'était moins à l'époque, mais ça a été véritablement. Mais tu bossais quand même. Tu les préparais. Je bossais. J'étais un gros bosseur. J'étais un gros bosseur, mais j'adorais ça en fait. Je me souviens quand j'étais jeune, aller toujours le dimanche jouer au rugby avec un pote qui s'appelait Antoine Bernard. C'était mon meilleur pote, ce qu'il est toujours d'ailleurs. Et on allait jouer tous les deux, on s'entraînait. On s'amusait en fait, on s'entraînait pas, mais inconsciemment on s'entraînait. Je me souviens que j'adorais aller courir sous la pluie. J'avais l'impression d'être Rocky Balboa. Tu sais, quand tu sors, quand les conditions elles sont plus dures et que toi tu y vas, tu te dis que. T'aimes ça quand c'est dur ? Ouais, j'aime ça quand c'est dur et tu te dis. Il y en a sûrement beaucoup qui le font pas. Et j'avais toujours ce truc de me dire, voilà, comme c'est dur, je vais y aller. Et puis je crois que j'en retirais une satisfaction après. Tu sais, tu l'as connu comme moi. Quand tu as fait un effort vraiment dur, un peu en souffrance, après tu es bien. Enfin, moi, je suis à la recherche de ça quand même. Et j'étais à la recherche déjà adolescent, mais sans me dire que j'allais faire une carrière pro, etc. Mais j'avais envie, des fois je me sentais, je pense que j'avais un manque de légitimité, tu sais, dans les équipes jeunes, etc. J'étais quand même pas
hyper fort, mais je faisais partie de l'équipe. Non, mais vraiment, je sentais qu'il fallait que je fasse des efforts pour apporter quelque chose ou pour juste avoir ma place dans l'équipe. Et je crois qu'en fait, je me suis construit comme ça. Et puis à un moment donné où j'ai eu plus de qualité physique, je crois que tout ce que j'avais accumulé en termes d'investissement perso, mental, etc., ça a fait basculer. Mais tant que j'avais pas ces qualités physiques, je m'accrochais sur une surdose de travail, je pense. C'est Johnny Wilkinson, je crois, il allait buter tous les premiers de l'an. Et pourquoi tu as buté exactement le premier an? Parce que je suis sûr que personne d'autre ne le fait. C'est vraiment l'idée de se dire, même ce jour-là, j'attaque l'année en ayant juste marqué un point contre l'adversaire. Exactement, mais c'est ça. Moi, j'allais courir souvent. Mais pas moi, tu vois. Le premier de l'an, il fallait évacuer, tu sais, c'était comme... Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, souvent, quand même, il y avait eu quelque chose de sympa qui s'était passé la veille. Que c'était pour transformer. Mais oui, c'était de se dire... Quand c'était un peu plus dur, je crois que j'apprécie encore plus. C'est marrant, tu vois, c'est... Ce goût, c'est pas d'être sadomaso et aimer se faire mal, mais plus c'est dur, plus le succès est délicieux, plus c'est différent, plus tu as même une décharge d'hormones, comme tu disais, qui rend c'est une hormone du plaisir, si tu veux, la dopamine qui arrive après ce stress, cette adversité. Mais c'est Vince Lombardi, c'est l'entraîneur de foot US là, qui disait ce que vous appelez la chance, moi j'appelle une préparation qui rencontre une opportunité. Exactement. Et c'est vraiment ça, c'est celui qui bosse. Le jour où les recruteurs de Toulouse ils viennent voir jouer. Après, il faut quand même une partie de chance. De réussite. De réussite, parce que ce jour-là, ils viennent ce jour-là, ça se passe bien, ils sont venus voir quelqu'un d'autre, donc il faut quand même quelque part un minimum. Mais ça ne suffit pas tout seul, la chance, ça c'est sûr. Magnifique. On parle de chance, on parle de réussite, on a cité ton CV exceptionnel. On sort hier, c'était une demi-finale de Champions Cup, Toulouse au Stadium, ça a dû te rappeler des bons moments. Tu as vécu des grands moments dans ce stade, et des grands moments de Coupe d'Europe, tu en as gagné 3, j'en ai perdu 5. Voilà, au moins on a glissé le truc, ça fait du bien. Tes plus grands succès, c'était quoi et pourquoi? En fait, quand on me pose la question de ton meilleur moment, ton plus grand succès... Tu l'as dit, j'ai cette chance-là de ne pas avoir à choisir presque, parce que j'en ai vécu beaucoup. Ça, je me rends compte aujourd'hui, tu en as perdu, j'ai fait 5 finales de chaque, de top 14, Coupe d'Europe. J'ai eu la chance d'en gagner 3 de chaque. À chaque fois, c'est quand même exceptionnel. En fait, ce qui rend exceptionnel, ça dépend aussi du moment de ta carrière. C'est que je crois que la première fois, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que ta première Marseillaise, quand tu l'as vécu, ton premier match en équipe de France, ton premier titre. Moi, je me souviens, c'était un Lansdowne Road, l'ancien Lansdowne Road, pour mon premier titre européen sur ma première année. Contre Perpignan. Donc il y a tout qui roule. Et en fait, ça, c'est quand même une émotion particulière. Et après, finalement, c'est pas moins bien. C'est juste que les moments, ils sont différents. C'est qu'à un moment donné, tu l'as vécu une fois, tu as envie de le revivre. Et puis, des fois, ça vient pas tout de suite. Donc, comment tu as envie de le revivre? En fait, je crois Parce qu'on est d'accord qu'il y a des mecs qui vont atteindre. Je crois que c'est Lionel Naluche qui n'a jamais touché le bouclier. Mais je crois qu'il a même jamais fait une finale de championnat ou un truc comme ça. Alors qu'il est joueur, capitaine d'équipe de France, guerrier absolu. Enfin, tu vois, c'est même pas ça. Mais comment tu fais quand tôt dans ta carrière, tu gagnes autant de titres, tu es sélectionné en équipe de France, tu joues John Alemou, tu es champion d'Europe à Lansdowne Road contre Perpignan. Comment est-ce que tu fais pour garder la niaque, garder l'envie d'en faire toujours plus? Je crois que c'est l'entourage et c'est des modèles qui sont des modèles. Et aujourd'hui, des gens comme Guy Novès, comme le Stade Toulousain globalement, les valeurs qu'ils portent, l'état d'esprit du club, fait que, en fait, c'est normal d'aller chercher des titres. En fait, on te dit, ok, t'as gagné, c'est super. Maintenant, on va en chercher, continue à construire le club et tu verras que c'est super. Mais en fait, l'ambiance, l'atmosphère fait qu'en fait, personne ne se repose, t'en profites. C'est très court en fait. T'en as gagné des titres. Tu sais que quand tu fais beaucoup d'efforts pendant 1 an pour gagner un titre, ça dure finalement quelques minutes parce que la vraie adrénaline, le vrai plaisir, il dure au moment où ça siffle, où tu te prends dans les bras, où tu vas chercher la coupe. Après, c'est la fête, mais c'est déjà plus pareil. C'est que tu en profites, mais l'instant vraiment de plaisir où tu partages avec tes amis, tes coéquipiers avec qui tu as souffert, avec les blessés, etc., ça dure un instant qui est très bref. Et tu es toujours à la recherche de ça. En fait, tu te dis, c'était génial, j'ai envie de le revivre. Donc, en fait, tu avances en se disant, OK, il me reste tant de carrière, j'ai envie de le revivre encore une fois. Une fois, c'est chouette, mais si je peux le revivre quand même, c'est pour ça que je m'entraîne en fait. Et quand tu as eu la chance d'en gagner un, après tu es toujours à la recherche de ça. Et le club, il est comme ça. Il se dit,
comment on continue à avancer, comment le club il doit rester en haut. Donc on parle dans l'entrepreneuriat beaucoup d'agilité, de remise en question, mais moi j'ai toujours connu ce club et on le voit. Ça a changé de président, ça a changé d'entraîneur, ça a changé de génération, mais finalement il y a un fil rouge. Et moi, ce que m'a transmis, parce que j'y crois beaucoup quand même, la transmission des joueurs comme Xavier Garbajosa, Emilien Tamac, Michel Marfin, Christian Labitte, Yannick Bru, enfin des générations qui avaient déjà gagné, ils te transmettent ce goût-là. Et en fait, du coup, ça s'arrête jamais. Donc, quand tu t'arrêtes à la fin, tu te dis, et je me le suis dit, est-ce que j'en ai assez profité en fait? Est-ce que j'ai assez de souvenirs? Parce que à toujours chercher? Mais je crois que oui, j'en ai assez profité. Et c'était génial. Mais je crois que c'est la culture de l'entreprise, c'est la culture du club, les joueurs qui font ce club qui fait que en fait tu t'en satisfais jamais, ou tu t'en satisfais mais tu as envie d'aller de nouveau le chercher. Je crois que voilà, ça allait bien aussi dans mon état d'esprit. Mais c'est quand même, je suis arrivé dans un club qui portait ça. Alors je passe complètement du coq à l'âne parce qu'en fait j'avais prévu d'en parler beaucoup plus tard, mais il y a aussi ton départ de Toulouse qui est assez violent, qui est peut-être pas exactement, pas violent, c'est peut-être pas le terme, mais qui est pas exactement dans les conditions, dans la façon que toi dont tu rêvais, qui était à la hauteur du sang et de la sueur que tu as mis dans ce maillot et de la relation quasi fusionnelle que tu avais avec ce club. Et donc tu parles de cette culture d'ultra performance. Je pense surtout qu'une des recettes de Toulouse, c'est qu'ils ont su voir en toi et tous les mecs qui recrutaient des bestiaux de compétition. Donc ils allaient chercher quand même une petite graine de eux, cette culture va leur plaire, va leur parler, et ils vont la vivre et ça va trembler à l'intérieur d'eux là-dedans. Et ensuite, tu as raison, l'institution, etc. Mais cette culture de l'ultra-gagne, cette culture de la performance, ça prend des décennies à créer, mais en 6 mois, tu peux la foutre à la poubelle. C'est extrêmement rapide. Et donc là, parle-nous de ton départ. Parle-nous de ton départ. Ouais, c'est une vraie blessure, mon départ du stade, parce que j'arrive, j'ai 34-35 ans, plutôt fin de carrière. Et après, ça m'a appris des choses aussi. C'est que voilà, il faut être franc, je crois, dans la vie, et que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais à un moment donné, pour moi, c'était plutôt fini le stade. Et puis finalement, le discours allait dans le sens qu'on voulait que je reste. Et voilà, et j'ai fait confiance à des personnes qui m'ont dit, et qui étaient les dirigeants du club à ce moment-là. On veut que tu restes 1 an de plus. Moi, il n'y avait pas d'enjeu financier. C'était finir au club. Et non, ils n'ont pas tenu parole. Et du coup, et puis, quand ça se passe du jour au lendemain, tu sais, j'étais à un âge où j'avais déjà une famille, où j'avais déjà ma femme qui était engagée professionnellement. Donc, quand au mois de mai, une semaine avant, on te dit, en fait, c'est fini, on ne te proposera rien. Tu vois la difficulté du truc, c'est que toi, d'un coup, tu dois trouver un club, et là, Toulon a été super parce qu'ils m'ont tendu la main de suite, mais tu dois trouver une maison, tu dois changer tout le monde, tu dois organiser ton dernier match qui était contre Clermont. Grosse histoire avec Clermont quand même. Et en fait, ça génère un espèce de mal-être, de stress qui est pas agréable, alors que si on te dit les choses, il faut faire des choix en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Tu sais qu'il faut faire des choix dans tes salariés, dans tes joueurs, dans ton équipe, dans ta stratégie. Il y a le respect de se dire les choses. C'est vrai que manière dont ça s'est fait, c'était pas respectueux, c'était pas bien, et voilà, ça m'a blessé. Après, maintenant, je suis passé à autre chose, on s'est expliqué, etc. Mais c'est vrai que je crois que c'est une des clés du management, c'est que il faut faire des choix, il faut les assumer. Des fois, ça fait pas plaisir aux gens. Et voilà, il faut pas faire de. Moi, j'ai une très bonne relation avec Hugo. C'est Hugo Hugo Mola qui venait de reprendre. Il voulait que je reste. Et puis, voilà, lui aussi s'est fait un peu promener. Et au-dessus, ça s'est pas concrétisé. Donc, c'était douloureux parce que quand tu as passé 15 ans dans un club, même si je savais que ça se terminerait un jour, j'avais envie que ça se passe différemment. Après, je suis toujours aussi j'en veux à personne aujourd'hui. Je suis amoureux de ce club. Voilà, mais c'est vrai que je me suis expliqué avec des gens qui, à un moment donné, ont mal fait leur job, en fait. C'est tout. Et puis, c'est dommage. Ça aurait sans doute été ultra brutal si, dès ta première conversation, il t'avait dit, écoute, dans 1 an, on ne te renouvellera pas. On ne peut pas le faire.
Ça aurait été violent, triste, machin, mais tu Mais aurais respecté. moi, j'étais parti dans ce truc. Moi, pour moi, c'était la Tu n'avais fin. pas de faux espoirs, quoi. Non, mais surtout, je m'étais dit, voilà, je savais que c'était à peu près l'âge, ou 34-35 ans. Je comprends qu'on renouvelle plus. Et du coup, j'étais parti sur un projet plutôt à l'étranger, qui était en train de se concrétiser. Et puis, du coup, j'ai arrêté ce projet-là pour rester. Et donc, du coup, en fait, c'était pas cool, quoi. Mais bon, ça fait partie du truc. Après, je crois que le club aussi, je me rends compte, un club sportif, il est pas, il doit rien à ses joueurs. Enfin, je crois que quand on est joueur, on le voit différemment. On se dit, il doit m'accompagner sur tel truc. Mais en fait, il nous donne déjà tellement de choses, le club. Enfin, moi, il m'a donné ma vie de joueur. Il m'a donné ma carrière de rugby. J'ai rencontré ma femme. J'ai eu des enfants. Et je crois qu'il m'a donné les opportunités que j'ai après carrière. Il m'a donné des titres, du bonheur. Donc, en fait, déjà, il me donne tout. Si après ça se goupille bien et que certains restent dans le club et en font leur après-carrière et tout, c'est génial et je pense que ça a du sens. Mais en fait, le club déjà, il fait déjà énormément pour les joueurs, il donne énormément, donc il est pas redevable aux joueurs non plus. Enfin, t'as beaucoup bossé pour ça quand même. Ouais, j'ai beaucoup bossé, mais c'était génial et je suis heureux d'avoir construit quelque chose, d'avoir marqué l'histoire du club, d'avoir ajouté une brique à l'édifice de ce club qui est extraordinaire. Mais je crois finalement que voilà, il me devait rien le club, mais il me devait juste de la franchise. À un moment donné où les personnes me veulent juste de la franchise en disant voilà, c'est bon, c'est pas bon, c'est fini, c'est pas fini. Je crois que c'est quand même ce qui fait que ça marche dans une boîte à la sortie. Tu as parlé de l'importance du cercle de soutien, du cercle autour de toi, tu l'as dit au tout début de notre conversation. Ce cercle, pour toi, il est assez particulier parce qu'en plus, tu as réussi à te marier et à fonder une famille avec la fille de ton ancien coach, Guy Novès. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Alors, une fois marié, famille, bon ça j'imagine à la limite c'est fait pour la vie et tant mieux pour vous, tu vois. Tout le monde vous souhaite que du bonheur. Au tout début ça ne devait pas être hyper facile quand même. Ça a été compliqué, oui, parce qu'on s'est rencontrés, moi ça faisait 3 ans que j'étais au club. Et voilà, à un moment donné tu tombes amoureux. Tu sais pas ce que tu dois faire, quoi. Donc, parce que ça engendre, ou tu as l'impression que ça va être une épée de Damoclès, que tu mélanges un peu tout et que est-ce que tu te demandes si c'est un bon choix. Non, tu choisis pas, tu prends beaucoup de conseils auprès des autres joueurs, notamment les plus anciens. Et non, ils me disaient tous, mais vas-y, fonce. Et c'est vrai que. Et vas-y, fonce, ça veut dire quoi? Vas-y, fonce, va en parler à Guy? Non, surtout pas. C'était, vas-y. Assume puis fais ta vie et c'est vrai que moi j'ai eu du mal pendant 6 mois et puis finalement voilà, on s'est mis ensemble et rapidement je me suis fait chambrer pendant, t'imagines bien, 6 mois et après c'était passé et puis finalement Guy il a tellement cette culture de l'excellence, de la performance, de ne pas faire de cadeaux que finalement ça a été aussi moi ça m'a encore plus obligé. Alors j'avais déjà plutôt cet esprit-là et ça m'a obligé à être irréprochable. C'est-à-dire que je pouvais pas accepter qu'on dise il joue parce que même si je savais que c'était pas le cas. Jamais eu trop de doutes. Mais... Non, ça n'a jamais été le cas, mais ça m'a encore conforté dans ce truc de bosser plus que les autres, d'être irréprochable. Et puis voilà, on a eu une relation qui était assez. On s'appréciait beaucoup avant que je rencontre sa fille. Et donc, mais on a gardé des distances pendant toute notre carrière. On se voyait quasiment pas en dehors. On se voyait déjà 2 fois par jour. Donc, c'était déjà pas mal aux entraînements. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a gardé inconsciemment un peu de distance pendant la carrière parce que voilà, c'était plus confortable pour nous. Mais on a toujours eu une très bonne relation. Donc, ouais, il fallait... Puis après, une fois qu'on a eu des enfants, etc., c'était... Mais ouais, non, il y a eu 6 mois difficiles une fois que c'était assumé. Voilà, et puis ça aurait pu ne pas marcher. Je pense que voilà, c'est encore une fois une question de respect si ça n'avait pas marché. Mais finalement, ça a bien marché puisqu'on a 2 enfants ensemble et que tout va bien. Et tu parlais de ce chambrage des joueurs. Bon, ça, c'est une chose. Il y a un autre chambrage qui peut vraiment dépasser largement des limites, c'est les réseaux sociaux. T'as déjà eu des moments, toi, où t'es tombé un peu, les haters, c'est peut-être pas le bon terme, mais t'as eu des moments où t'as eu quand même des remarques acerbes qui dépassent largement le cercle privé, qui vont beaucoup trop loin, qui sont bêtes et débiles? Je suis pas tout jeune quand même. Donc, t'as eu des messages par Minitel au début de ta carrière? Non, donc on a eu le début c'est vrai qu'on a eu le début des réseaux sociaux où ça s'est amplifié sur la fin.
Je crois que j'ai réussi quand même pas mal à m'en protéger. Comment? Après, en prenant du recul, c'est vrai que moi j'ai vu des joueurs moi qui allaient sur les forums à l'époque. C'était plutôt les forums Ouais, qui ont été remplacés par les réseaux sociaux. ouais, C'était de me dire, même si ça te touche un petit peu, même, les journalistes, hein, les bien articles qu'ils sûr. peuvent écrire, ce qui peut être dit sur toi, ça te touche un peu, mais 40 secondes après un match. Ouais. ouais, donc ça te dit que voilà, faut pas les lire. Donc j'ai essayé un maximum de pas lire les choses, de m'en protéger parce que je me suis dit je suis pas la cible en fait. Ça doit pas c'est pas pour moi, c'est fait pour les gens qui regardent, qui lisent un peu le rugby, donc c'est pas pour moi. Donc j'ai essayé de pas trop lire. Malgré tout, quand tu tombes dessus, ça m'a toujours un peu servi de levier de motivation, même si j'avais rien à leur prouver, parce que Bien sûr. c'est une bêtise. J'ai rien à prouver aux journalistes voilà, une fois sur deux, a moins de compétences que toi, et que toi, tu es capable de t'auto-évaluer, je pense. Mm. Mais quelque part, tu as envie de prouver. Quand tu reviens de blessure et qu'on te dit, voilà, lui, il est fini, il ira plus assez vite, etc. Bon, C'est c'est des quand trucs même qu'on t'a dit, ça? quelqu'un. Ouais, c'est des trucs que j'ai lus. Donc en fait, ça te touche parce que Ouais. tu te dis est-ce qu'il y a un fond de vérité? Parce que tu te poses la question, tu te dis à un moment donné, ok, il écrit, c'est peut-être pas vrai, mais il y a peut-être un fond de vérité. Donc voilà, quand même, ça te fait douter des fois. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est quand même. Moi, j'ai quand même eu de la chance, j'ai plutôt des gens bienveillants. Après, il y a toujours. J'ai plutôt bloqué les gens en fait. Ce que j'ai jamais fait, c'est rentrer dans le débat. Ok, Ouais. quelqu'un il m'aime pas, les trucs, ils pensent, ils font des raccourcis, ils connaissent pas tout ce qu'il y a derrière la Mm. plupart. Et en fait, rapidement, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de me justifier. Tant pis, je peux pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Et donc, du coup, je suis jamais rentré dans ces débats-là avec les gens, que ce soit en perso. Je Ouais. réponds aux gens et je répondais aux gens Ouais. qui étaient plutôt bienveillants, qui avaient envie Ouais. d'entamer une discussion. Parce que ça, ce bon côté aussi, les réseaux, c'est de mettre en C'est des contact connexions. des Mm. univers. Mais je me suis un peu protégé de ça. Et tu dis, bon, tu peux pas plaire à tout le monde, mais alors de qui la vie compte-t-il pour toi? De ceux à qui je dois des choses, mais alors mes entraîneurs, enfin je veux dire, Ouais. quand j'étais joueur, j'avais envie de plaire de plaire et de rendre la confiance à mes entraîneurs. Je crois beaucoup à mes parents et mes amis. J'avais envie pareil, je sais que ça peut toucher l'entourage quand t'es mauvais en fait, parce que les gens l'entendent, ils parlent, et en Bien fait sûr. j'avais envie de les protéger de ça. Et je crois que j'avais envie de réussir aussi pour les autres, pour mon entourage proche, qu'ils soient fiers de moi Mm. et qui puissent être fiers de ce que je représentais. Donc j'ai longtemps eu ça, d'essayer de rendre fiers les gens autour de moi pour que ça les mette aussi dans le confort, qu'ils aient pas à entendre des choses, ah, elle a été nulle, etc. Et que Ouais. je sais que ça aurait touché, enfin, ça les touche forcément, tes parents, ma soeur, ta famille, dans les tribunes. Donc je crois que je le faisais aussi beaucoup pour... j'ai beaucoup fait les choses pour les autres, je crois. Pour moi, parce que je me régalais, Bien mais, sûr. je pensais direct à eux, parce que j'estimais que la réussite, elle allait aussi les rendre plus heureux, si quelque part, que ça allait leur apporter quelque chose. C'est peut-être ça aussi l'entrepreneur, hein. C'est la création de valeur, c'est embarquer une aventure. Tu l'as dit au tout début, c'était une façon pour moi de sécuriser mon après-carrière. Il y a vachement plus simple que l'entrepreneuriat pour Oui, c'est sécuriser vrai, son c'est après-carrière. vrai, Tu c'est aurais pu vrai. être salarié qui dépend de personne, qui pense C'est qu'à vrai, ta gueule. Mais c'est parce que vrai. l'entrepreneuriat, c'est aussi employer des gens, c'est créer de la richesse, c'est prendre ce risque de responsabilité. T'as pas choisi Mais je crois la qu'en phase fait, facile, hein. ouais, mais je crois que ce que j'aime beaucoup, et je crois que t'es pareil, j'aime partager. C'est Mm. que je me voyais pas non plus réussir quelque chose et pas le partager. En fait, ce qui Ouais. me rend heureux, c'est de partager les choses. Et quand tu réussis dans l'entreprise, ben, tu réussis avec les autres. Et Mm. donc, le bonheur, il est partagé. Je crois que c'est aussi ça qui m'a fait petit à petit dériver vers l'entrepreneuriat. C'est avoir des responsabilités. C'est toujours pareil, en fait. Tu te rends compte que plus tu as de responsabilités, en tout cas, c'est ma vision et Mm. c'est mon tempérament, plus tu as de pression de réussir, mais plus en découle du bonheur quand ça marche. C'est clair. Tu as parlé de certains journalistes qui pouvaient peut-être questionner ta pointe de vitesse, en tout cas descendante, et tu as dit qu'il y avait peut-être peut-être une part de vérité. Alors oui, il y a l'âge, il y a la maturité physique, il y a une chose, mais il y a aussi les blessures. Et franchement, je ne m'étais pas rendu compte à quel point tu avais pris des bûches pendant ta carrière, notamment contre Clermont, c'est de ça, Ouais. tu y faisais allusion, parce qu'à chaque fois, tu t'es blessé 4 fois ultra gravement contre Clermont. Alors, c'était pas à chaque fois le Michelin, donc c'est pas Non, non, c'est pas le c'est lieu. pas les jardiniers qui sont maudits.
Mais les croisés, donc 2007, pour ceux qui connaissent pas le rugby, tu marquais l'essai de la gagne France-Irlande, enfin Irlande-France à Croke Park, qui est le stade mythique irlandais, dans lequel malheureusement il y a eu le Bloody Sunday, et tu marques à la sirène, tu as crevé le cœur de l'intégralité de l'Irlande, ce match-là incroyable. 2007, on fait le Grand Chelem en 2007, on gagne le tournoi. On gagne le tournoi, là. Donc exceptionnel, mais pour finalement 6 mois après te faire le croisé contre ton pote Aurélien Rougerie, avec qui tu étais en équipe de France à cette époque-là, donc foudroyé. Pour en 2013 refaire le croisé contre Clermont, foudroyé, signé à Toulon, donc après ce départ de Toulouse un peu compliqué, pour te faire le tendon d'Achille en septembre contre Clermont. Le premier, c'est un tendon d'Achille mal diagnostiqué, donc c'est plus un peignage, c'est moins violent, mais pour finalement rompre le deuxième sur ton match de reprise. Sur le match de reprise. Tu reviens en janvier 2017 au Michelin, je m'en souviens, j'y étais. Ouais. Et au bout de 10 minutes, pauvrette, tu ressors et là, tu te l'es vraiment foudroyé. Ouais, foudroyé, je pense que la carrière, elle est finie. Ouais, clairement, quand même. Achille pour la vitesse, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ouais. Et il y a des gens qui comptent vraiment. Donc, effectivement, 2008-2013, je crois que de toute manière, je sais pas, toi, tu as eu des grosses blessures ? Écoute, les cervicales, mais moi, c'était 3 mois, c'était pas 6 ou 7 mois. Hein. Je crois que tu fais partie des gens qui. C'est compliqué, en fait, je trouve, de faire une carrière sans blessure. Je crois que c'est quasiment impossible, en fait. On joue beaucoup, on le voit encore, c'est encore le sujet d'actualité. On en parle depuis, moi j'avais commencé en 2002. On parlait de attention, les joueurs jouent trop, ils sont en danger. On en parle toujours 25 ans plus tard. Donc à un moment donné, tu mets ton corps, tu pousses la machine au maximum. Et effectivement, je me suis blessé 2 fois plutôt après des Coupes du Monde où le corps il était en souffrance. Et on arrivait au mois d'avril, à chaque fois au mois d'avril, contre Clermont. Phase finale, les terrains vont vite, mais t'es fatigué de la saison, t'es fatigué des saisons précédentes des Coupes du Monde. Donc à un moment donné, le corps il dit stop. Dans un sport qui est quand même hyper traumatique, je me suis blessé 3 fois gravement, 3 fois tout seul. C'est quelque part pas normal, c'est qu'à un moment donné, je me suis pas écouté, parce qu'il y a aussi ça, mais qui était aussi, je pense, ma qualité, de ne pas lâcher, mais du coup, des fois, de pas lâcher, de pas s'écouter, de pas dire, voilà, en fait, là, je suis limite. Bon, je me suis blessé 3 fois, mais il y a des gens à chaque fois qui m'ont aidé. C'est qui ces gens qui t'aident ? Alors, il y a les médecins, effectivement, beaucoup, et puis les préparateurs physiques, je crois qu'ils sont à moitié des psychologues. C'est sûr. Donc à Toulouse, il y a eu Zeba Traoré notamment pendant ma carrière, qui a été très important parce que tu discutes beaucoup, et puis j'avais confiance en lui. Et du coup, ça c'est les chirurgiens qui m'ont opéré évidemment, mais après, tout cet après, là, la préparation physique, le retour a été exceptionnel parce qu'ils étaient là. Et puis il y a eu à Toulon un événement un peu, c'est Jacques Piacenta. Jacques Piacenta qui est un ancien entraîneur d'athlétisme, qui a entraîné les plus grands athlètes français, qui a eu des médailles olympiques, etc., qui était en retraite à côté de Toulon. Okay. J'ai eu la chance d'avoir son contact et j'ai dit, écoute, pour moi, ma carrière, elle est finie. Je viens de signer à Toulon, qui m'a tendu la main. Je viens de me rompre le tendon d'Achille. Voilà, moi, je veux qu'une chose, c'est finir sur le terrain, à l'entraînement. Mon seul objectif était de revenir sur le terrain, les crampons aux pieds, même pas faire un match. J'avais que ça. Je lui ai dit, voilà. Et je l'appelle, je dis, voilà, je veux juste m'entraîner un peu avec toi. Et toi qui as eu l'habitude, qui as déjà vu des athlètes revenir de ce genre de blessure, je veux juste me dire si je vais recourir vite ou pas. Démarche individuelle. Hein, ouais, démarche individuelle. Donc j'allais sur un stade à l'extérieur de Toulon, on faisait de la vitesse tous les deux, voilà, pendant des semaines. À un moment donné, Mourad Boudjelal me retend la main, il me dit voilà, est-ce que tu veux faire une saison de plus ? Je lui dis écoute, si je peux recourir vite, ouais. Sinon non, ça n'a pas de sens. En fait, je vais pas faire une saison. Et donc, il m'a accompagné à un moment donné. Il m'a dit ouais, tu vas recourir vite. Moi, j'ai aucun doute. Voilà, on va le faire ensemble, mais il y aura pas de problème. Et c'est vrai que j'ai eu 0 problème pour reprendre de ma blessure, 0 douleur. On a fait du sprint au taquet. Et j'ai refait une saison de plus. Mais c'est des gens. Je pense que ça aurait pas suffi de faire un cursus normal. J'avais besoin d'être assuré que j'ai quelqu'un de l'extérieur. Et je me suis toujours beaucoup appuyé sur. Je crois que je suis quand même un éternel optimiste et que pour moi, c'est des éléments voilà, qui sont un peu difficiles à accepter dans les premières heures. Mais rapidement, je me suis dit, ok, voilà, le défi, c'est que tu reviennes de la blessure et que tu en tires une expérience positive. Parle-moi de ça, la différence entre les premiers. Tu es quand même quelqu'un, je dirais pas d'ultra sensible, mais qui est à l'aise avec l'expression de ses émotions.
J'ai pas l'impression que tu sois le genre de mec, tu vas faire semblant quand ça va pas. Non. Donc parle-moi de cette transition entre les premières heures où franchement tu as l'impression que tu es dans un Que tout gouffre, s'écroule. que tout s'écroule, après tu te dis potentiellement écoute, ma famille est en bonne santé, ça Ouais, reste que du exactement. sport, je vais Puis c'est pouvoir pas me grave. remettre. Enfin, je veux dire, Au final, c'est pas grave. Oui, mais sur le moment, il n'y a rien de plus grave. Il n'y a rien de plus grave. Ouais. Tu te blesses en avril, tu vas louper les phases finales, tu vas Mm. louper une finale. La première que je loupe, c'est au Munster, enfin à Cardiff contre le Munster. Ouais, Bah, tu as ouais. l'impression qu'il n'y a rien de plus important. Et puis tu te dis, bon, il y en a quand même un paquet qui se sont déjà fait ces blessures, un paquet qui rejouent et qui n'ont pas de soucis. Donc voilà, je vais y arriver en fait. Je vais y arriver. Et comment je vais le faire par contre? Et je me souviens, j'allais voir le lendemain ou le surlendemain, j'allais voir Zeba et les autres. Je dis, voilà, allez, on fait un planning. Là, aujourd'hui, écrit. Voilà, qu'est-ce que je ferai dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, où je vais. Et je l'ai toujours fait. Donc la première fois, j'ai eu une rééducation normale. Ouais, centre de rééducation, etc. Deuxième, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il faut que ça soit différent, il faut que j'en ai. Donc on était parti, j'avais trouvé quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Quentin Piré, qui était spécialiste de la proprioception rééducation. On est parti aux États-Unis ensemble, dans un centre de football américain, pendant 2 semaines, vers la reprise. On est parti sur des centres de performance qui préparent au combine. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, ouais. Tu vois, Avant la draft. où ils sortent, voilà, ils sortent des Ouais. athlètes pour qu'ils soient de pro après. Donc Ouais. je suis allé avec eux pendant 15 jours. Donc après, j'étais aux Dolphins avec eux. Enfin, c'était Ouais. extraordinaire. Je crois que Donc, le seul autre joueur que j'ai entendu faire ça, c'est Teddy Thomas quand il s'était déchiré les ischios à répétition. Là. il était Il parti. n'arrêtait pas de se déchirer. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être le seul joueur. Encore une fois, c'est une démarche individuelle, ça. Ouais, Qu'est-ce que t'as fait? individuelle, j'ai Tu vas sur demandé- ton ordi, tu cherches. Ouais, Tu je dis, cherche. quels je sont les demande meilleurs centres de quels sont- rééduc du monde? Ouais, non, j'ai cherché le contact, quel est bien. Et Quentin était dans le Gers. Ouais. Il bourlinguait un peu entre Londres, les États-Unis. Il s'occupait des Knicks de New York à l'époque. Il allait tester les genoux Ouais. pour voir s'il n'y avait pas de soucis, etc. Il avait des contacts. Donc je suis rentré en contact avec lui. Je dis voilà, il paraît que tu as des bons contacts avec la NFL. Est-ce que ça aurait du sens? C'est ouf. Et je suis parti, j'ai demandé au club s'il voulait Ouais, bien bien sûr. me détacher Zeba Traoré pour partir avec un préparateur physique à qui ça pourrait servir aussi. On est partis tous les trois et c'était une expérience absolument extraordinaire. Et puis voilà, et puis ce tendon d'Achille où je me dis bon voilà, il faut que je trouve une solution pour essayer de recourir vite, d'être sur le terrain et de finir la saison avec les mecs à l'entraînement. Et puis finalement voilà, ça a redébouché sur une saison supplémentaire. Donc, mais je crois que je suis vraiment un vrai positif et et je crois que ça c'est ma qualité, c'est de dire ok, bah, c'est un défi de la Bien vie, sûr. comment je le surmonte. Et c'est vrai que quand tu commences à dire ah non, c'est le drame, comment je vais m'en sortir, c'est plus dur de rebondir. Et en fait on est tellement entouré, on a tellement de gens sur qui s'appuyer. Et si tu as le courage de dire, c'est même pas du courage, c'est de dire voilà, tendez-moi la main, j'en ai besoin là, j'ai besoin de vous tous, comment vous pouvez m'aider. Et les gens ils sont tous quand même, enfin je veux dire, dans le sport, dans l'entreprise, dans les clubs, les gens ils ont envie de te remettre sur pied, ils ont envie que tu réussisses. Donc en fait, il faut pas s'enfermer, je crois, tout seul. Je crois que c'est du courage en fait de dire, et moi j'ai pas eu ce courage là pendant ma carrière, de dire attention, je suis en danger, attention, je suis pas capable. Enfin, on a été ensemble, à un moment donné, tu es moins fort. Et il y a des joueurs qui jouent moins que toi et qui ont plus d'envie, ont envie de prouver. Et à ce moment-là, je pense qu'ils ont plus de potentiel que toi. Et de dire, bah en Laisser fait. sa place à l'autre, tu veux dire? Exactement. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible, c'est dur. Mais en fait, parce que tu as cette culpabilité de dire, et quand tu joues en équipe de France, que tu es absent et tout, de dire je crois que j'ai besoin de repos. Mais en fait, tu as l'impression aussi de trahir ton club. Tu dis attends, le club il me paye, des fois je suis absent, il faut que je joue en fait. Il faut que je joue et puis tu n'as pas envie de laisser ta place. Alors je crois que c'est une bêtise des fois. De dire on fait partie d'une équipe, on le dit, et c'est vrai qu'on le vit en termes d'équipe. Et puis des fois tu dis ah ouais, mais si je laisse ma place, je vais louper ci, je vais louper ça, il va prendre, enfin, et peut-être qu'après je vais plus jouer parce qu'il va performer. Je crois que c'est pas toujours un bon raisonnement. Je crois qu'il faut accepter de vivre en groupe et de se dire quand je me sens en danger, il faut quand même que je le verbalise. C'était tout simplement impossible pour toi de laisser tomber, d'abandonner? Non, impossible. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce que tu décris, j'ai l'impression que si c'est impossible, c'est que tu ne veux pas décevoir les autres. Tu ne veux pas décevoir la confiance que t'a donné le club, la peine que ça peut faire à ta famille proche si jamais ils ne te voient plus jouer au rugby, parce qu'au final, tu leur procures beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté quand tu es sur un terrain. C'est sûrement... Alors, ouais, il y a de ça, et je crois que c'est peut-être le seul moment... Autant quand je jouais, il y avait tout ça, cette notion de partage. Les seuls moments de blessure, je crois que c'est les seuls moments où tu es un peu égoïste. Et que c'est pas évident pour l'entourage. C'est que là, tu te dis, attends, là c'est moi qui compte.
et je vais montrer à tout le monde que je vais me remettre sur pied et que je vais y arriver. Ah, mais c'est vrai que quand tu pars Mais aux du coup, États-Unis, tu pars tout seul, voilà, bien sûr. tu pars tout seul, D'accord. tu quand même la rééducation, tu passes un certain nombre Hmm. d'heures en plus, etc. T'es pas toujours agréable, tu rentres à la maison, tu fais ce qu'il faut aussi à la maison pour continuer à récupérer. Donc c'est un moment. Le sport de haut niveau est quand même une période de ta vie où tu es quand même très égoïste. Hein. Tu es, quand même complètement centré Hmm. sur toi, sur ta performance. Quand ta femme elle te dit on va se balader en ville, ouais mais non j'ai match dans 2 jours, j'ai pas envie de trop marcher, enfin t'es quand Hmm. même beaucoup de toi. La mobilité si jamais tu changes de club et encore plus je trouve dans la blessure, donc il faut avoir quand même des gens autour de toi qui arrivent à le comprendre et à à te soutenir parce que c'est pas évident pour eux, mais c'est vrai que c'est une période où tu es très égoïste parce que tu te dis voilà faut que je me sauve, faut que je réussisse et que j'ai envie de revenir quoi. J'ai pas envie que ça s'arrête en fait, c'est surtout aussi de se dire la peur de dire bah, peut-être que c'est la blessure qui va faire que je vais arrêter ma carrière et t'as pas envie d'arrêter. Et à la fois, je trouve qu'il n'y a pas de peur pendant 6 mois parce que tu te dis ok j'avance, ça y est je remarche, ok je recours, ok je refais des crochets, t'es hyper pressé. Et puis là, au bout de 6 mois, on te dit bah vas-y, tu peux tout refaire normalement. Et c'est là où tu prends la chape de plomb, je trouve. Je trouve qu'en fait la blessure, elle arrive vraiment 6 mois plus tard quand on te dit ok vas-y tu peux reprendre normalement et que là t'es plus encore capable de Hmm. faire comme avant. Mais c'est là où tu doutes, où tu te dis Et puis waouh. accessoirement, ton genou ou ton tendon d'Achille, il va être testé par un mec qui va se C'est fendre ça. dedans au bout de 5 minutes. Ouais, Donc parce que il y a aussi ça quand même. ouais, ouais, Tu sais pas t'es pas faire un tout seul. marathon quoi. Exactement, t'es Non, pas et sur un puis ouais, sprint. t'as l'accident quoi. T'as La l'appréhension, côté t'as physique, tout. bien sûr. Et on en parlait un peu tout à l'heure en off. C'est là où il y a aussi des temps de ta vie qui font que tu as besoin d'aide différente. Et T'es quand même allé chercher de l'aide très particulière partout. ouais, C'est quand même, tu vois, on revient à mon truc de Vince Lombardi, une préparation qui rencontre une exactement. opportunité. Même dans ton parcours de réhabilitation, pardon, tu as fait les choses vraiment différemment. Oui. Tu es allé chercher l'expertise là où elle est, peut-être même dans des tracks un peu moins conventionnels. Mm. C'est une prise de risque, c'est une demande encore sur ta Ouais. famille, c'est peut-être, mais je sais même pas, peut-être des sacrifices financiers parce que tu dois te payer des trucs à droite à gauche Ouais, pour ouais, le faire. c'était ça, mais parce que je crois que j'en ressentais le besoin. Et sur la deuxième, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que bah voilà, je suis allé chercher une sophrologue. C'est que sur le deuxième genou, je me sentais pas capable. J'avais l'impression que tout allait trop vite sur le terrain, Ouais. que j'y arrivais pas. Et je savais pas comment faire. Donc je suis allé voir quelqu'un extérieur, on a fait 2, 3 séances et elle m'a demandé d'écrire les choses, de m'écrire des objectifs Ouais. journaliers. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas plaquer. Aujourd'hui, tu vas essayer de faire un cadrage débordement et de valider des Ouais. mini-objectifs jusqu'à que tout soit rentré, que tu aies tout revalidé, tes actions du haut niveau. Et en fait, cette méthode-là a bien marché pour moi. Et le passage à l'écrit, c'est un pacte avec toi-même parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui te le dit, Non, c'est pas juste dans pas. ta tête, tu peux Et pas après, transformer tu la le coches ou vérité tu que le tu avais coches pas. pensée. Voilà, non, c'est sûr. C'est mis noir sur Donc, blanc, tu peux pas revenir en mais arrière. je crois qu'en fait, en fait, j'ai toujours lutté aussi, j'ai toujours entendu, attention, il vieillit, il est plus capable de. Enfin, on parlait de Nico Karabatic aujourd'hui, ce qu'il vit, l'âge qu'il a. Enfin, il est toujours performant. C'est Ouais. que je crois qu'il n'y a pas de limite à la performance, quel que soit l'âge. Mais ça dépend beaucoup de ce que tu mets comme investissement et Ouais. puis quelles compétences tu vas chercher. Parce qu'effectivement, à 35 ans, tu n'as pas les mêmes compétences qu'à 20 ans. Ça ne veut pas dire que tu es moins bon. Ouais. Ça veut dire que tu utilises peut-être d'autres atouts, mais il faut aller les chercher. Et il faut être curieux de ça. Et c'est marrant parce que quand même, toi et Nico, vous êtes assez similaires. Moi, je suis assez proche de Nico. C'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Je sais pas si tu Moi l'avais vu ce documentaire quand il s'est fait le croisé avant les JO et tout. Complètement. Mais tu vois le visage qu'il a quand il est en rééduc. Il a l'air beaucoup moins sympathique Ouais. que quand tu bois un café avec lui. Hein. Et Ouais. je pense que toi, t'es un peu Ouais, comme ça, la souriant, détermination. sympa, le soleil, les gens rayonnants, etc. Dès que c'était en mode Ouais, c'est vrai. rehab, là, il est quand même vachement moins drôle. Hein. Tu Non, vois, c'est sûr. c'est le côté, c'est le guerrier qui reprend le truc. Donc Ouais. tu dis oui, il a l'âge, c'est dans la tête. Oui, la détermination, ça peut se construire. Il y a quand même une graine de. C'est moi qui vais prouver à tout le monde Ouais, c'est sûr. que je suis capable de tout faire et de péter la gueule, de traverser n'importe quel mur. Et puis, si vous êtes suffisamment courageux, arrêtez-moi. Quoi. Non, c'est ça. Ouais, je crois qu'on a ça en commun. Certains qui arrivent à. Globalement, tous ceux qui ont des carrières assez longues, c'est qu'ils ont su à un moment donné se relever de certaines épreuves et redevenir performants. C'est ça la clé. C'est qu'à un moment donné, tu passes par un moment qui est de la normalité, qui est un échec, qui est une blessure, qui est un temps faible. Mm. C'est comment tu le transformes et que tu arrives à revenir à ton niveau. Parce que je crois que c'est quand même
obligatoire en fait de passer par un temps faible dans sa vie et pas que pour les sportifs de haut niveau. Et ce doute, j'ai l'impression qu'il t'a un peu nourri quand même, qu'il t'a un peu motivé, parce que peut-être aussi tu l'as exprimé, parce que tu es capable de le mettre sur la table. Ouais. C'est pas quelque chose de caché, tu vois, que tu essaies de mentir et de faire en sorte de faire semblant qu'il n'était pas là. C'est assez sain. Est-ce que c'est sain de douter? Est-ce que c'est sain d'avoir un léger syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Je crois que c'est plus que du doute, c'est de la remise en question permanente. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que parce que encore une fois, j'ai eu des exemples comme ça. C'est se dire ok, on en est là, mais comment je vais aller encore progresser? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Autrement, tu tombes dans une routine. Ouais. Si tu dis bah voilà, bon bah maintenant ça marche, je fais exactement ça pendant 10 ans. Non, c'est comment? Parce que les méthodes, elles évoluent, parce que tu as toujours des choses à rajouter. Et partout, que ce soit en prépa mentale, en prépa physique, en nutrition, tu peux tout chercher, hein, en infrastructure, en récupération. En fait, il y a toujours en vidéo. Enfin, tu peux toujours chercher de nouvelles choses. Et quand les gens ils t'encouragent à ça, ben, finalement, après, c'est tellement. C'est ancré en toi. Et tu te dis, bon, bah, ok, ouais, comment je me remets en question? Parce que on joue tous les week-ends, on n'est pas bon tous les week-ends. Donc il y a forcément, d'un moment donné, tu as une embellie, tu fais des bons matchs, puis il y a forcément un match où tu es moins bon. Et puis tu peux être très bon et l'équipe perd, comme tu peux Voilà. être catastrophique et l'équipe Exactement. gagne. Donc à un moment donné, c'est de te dire, voilà, c'est cette remise en question régulière qui fait que Ouais. tu avances toujours en fait, et que tu te nourris de nouvelles choses et que tu te lasses pas. Je crois que en fait, le pire, c'est de se lasser, c'est qu'autrement, bah, tu n'avances plus. Bah, de se lasser, vu ta reconversion, je pense que tu as quand même un feu Je en suis toi. pas encore. Non, mais tu vois, bon, on est encore très jeune, même si on Ouais. vieillit, et même si on a déjà eu une première retraite, en tout cas, et avec une petite mort. Et avant de passer justement à ça, j'aurais parlé peut-être aussi de la violence psychologique de cette petite mort, de cette transformation, même si tu l'as bien préparée, même si je suis hyper fier et enthousiaste à l'idée de voir tout ce que tu vas faire dans ces prochaines années. Mais si on résume un peu tout ce dont on parlait là, l'importance d'avoir un cercle proche dont la vie compte, restreint, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, énormément travailler. La réussite, ça se provoque, la chance, il faut pouvoir la saisir, et il faut être prêt au moment et à l'instant clé. Ça, c'est une certitude. Garder une détermination sans faille, sans doute construite autour d'une attitude positive, voir le verre à moitié plein, garder le sourire, garder la pêche, ça permet aussi de relativiser les choses. Quand on pense que le monde entier, c'est sa boîte, c'est son équipe, c'est sa performance, bah, si tu fais 2 pas de recul, tu te rends compte qu'il y a des choses quand même vachement plus importantes comme la santé, la famille, l'amour et la bienveillance, et qu'il y a des solutions. J'ai oublié un truc, il nous manque un truc dans cette pyramide vers non, je crois pas. Après, je crois que c'est très propre à chacun. Oui, moi, en tout cas, c'est les clés qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de réussir comme ça. Et enfin, c'est la méthode pour réussir. Après, je crois beaucoup à toutes les valeurs que véhicule le rugby et l'entreprise en général. C'est le recrutement. Faire attention aux gens, en fait, qui tu recrutes, et tu recrutes pour des valeurs, et qu'après, les compétences, tu peux toujours les acquérir. La transmission, quand tu as quelque chose qui marche dans une entreprise, dans un club, même si les choses, elles évoluent, les méthodes, etc. Alors moi, j'ai beaucoup, évidemment, l'image du Stade Toulousain. Forcément, j'y ai passé 15 ans, mais il y a un fil conducteur depuis des générations et des générations, et ça, c'est important de le garder. On ne switche pas parce qu'on change de président, d'entraîneur, de collaborateur, etc. Il faut qu'il y ait quand même... ça a un sens. La réussite, elle a du sens, et on ne se dit pas, on balaye, ils ont réussi, mais on va faire autrement. Non, il a réussi pour des raisons, et pas que pour des raisons techniques. Parce que voilà, les hommes, ils sont quand même au cœur du système, et c'est eux qui font que ça marche. Donc oui, je pense que tout ça, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a transmis. J'ai l'impression que ça marche et que c'est plutôt agréable de le faire de cette façon, donc j'ai envie de continuer comme ça. Le rugby est terminé, en tout cas sur le terrain. Un mot peut-être sur ce moment où tu as pris cette décision. Alors tu as quand même réussi à battre le record d'essai. C'était qui déjà? C'est Laurent Arbeau, c'est ça? Je crois qu'il détenait. Donc, bon, qui lui m'a aidé aussi à me reconstruire pendant mes blessures, qui est hallucinant quand même. Ah oui, que tu as eu en équipe de France, qui m'a eu en équipe de France, et que je suis allé voir aussi en dehors personnellement pour m'entraîner avec lui. Quel bon mec. Et après, tu lui piques son record. Ouais, je pique son record. C'était pas bon. Mais c'est ça la passation. Lui, il t'a passé ça à toi. C'est sa façon d'avoir un leg. Donc, tu franchis ce record, mais ensuite, tu décides d'arrêter. Fier, heureux.
avec un certain traumatisme, avec des doutes, avec des moments un peu durs quand même? En fait, je crois qu'il y a eu beaucoup de soulagement. Physique? L'avant-dernière, ben non, pas physique parce que finalement je me sentais hyper bien physiquement. Mais en fait, l'année d'avant où donc j'ai cette rupture du tendon d'Achille, où j'étais à deux doigts d'arrêter ma carrière, j'aurais arrêté à ce moment-là. Je pense que ça aurait été hyper dur de pas finir sur le terrain et de finir sur une blessure, de pas avoir joué un match. De refaire cette saison derrière, où je me suis régalé, ça s'est bien passé. Effectivement, je finis sur ce record qui était au départ pas un objectif. Ah, mais que tout le monde voulait te filer. Et Je qu'en me fait, souviens on encore, les mecs en te parlait cherchaient tout à le chaque temps. fois. Là, c'est la première fois que ça a pesé sur moi. Les records, etc. Ça coulait un peu. Et puis Ouais. bon, ça faisait partie de mon job. Lié, je jouais dans des super clubs. Les mecs me faisaient des cadeaux pour la plupart du temps. Mais à un moment donné, passer ce centième essai a été une plaie. C'était l'horreur parce que tout le monde m'en parlait. Donc en fait, Il est jamais arrivé t'as assez beau vite, te ouais. détacher de ça, au bout d'un moment, tu te dis putain, il faut que je le marque en fait Ouais. parce qu'il faut passer à autre chose. Et donc, une fois que j'ai passé ce centième essai, je me suis dit bon, si le 101e arrive, tant mieux. Ouais. Mais voilà, Tu t'en c'est bon, foutais. j'ai passé la barre des 100. Et puis finalement, on parle du destin, de l'opportunité. Il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a je sais pas, j'étais jeune, je venais d'arriver au stade. Il y avait une émission qui se faisait, et c'était McDo qui le faisait, qui s'appelait C'est quoi ton sport? Et on présentait des sports. Et il y avait le rugby. On me contacte pour me dire à l'époque, est-ce que tu veux faire C'est quoi ton sport? Pour expliquer un peu. Il faut que tu choisisses, tu le fais avec un jeune joueur. Ok. Je me retrouve à faire avec Hugo Bonneval, qui était tout petit. Donc on fait cette émission ensemble, voilà. Et on se retrouve donc, je sais pas, 20 ans plus tard ou 18 ans plus tard à Toulon. On joue ensemble mon dernier match. Et une des dernières actions, il rentre dans l'embut, on rentre dans l'embut ensemble. Il va pour marquer et au dernier moment, il s'arrête, il me fait la passe. Cadeau, hein, et je marque et je fais le 101e essai. Donc pas vraiment de mérite, sauf que ça représentait aussi beaucoup de choses. Ça représentait l'amitié qu'on avait pu avoir, ce partage qu'on avait eu 15 ans ou 18 ans auparavant, l'amitié, l'envie que les gens, mes collègues, ils me parlaient que de ça dans le vestiaire. Ils disaient on a envie de te faire marquer. Et ça, quand même, symboliquement, d'avoir arrêté là-dessus, sur un essai, sur une passe de copain, finalement, c'était ça que je voulais. Et donc, en fait, je ne sais pas ce que j'aurais gagné à faire une saison de plus. Donc, j'ai arrêté heureux de finir sur le terrain, soulagé d'être allé au bout de l'aventure. Voilà, physiquement, tout allait bien. Et donc, finalement, j'ai dû l'avoir. Et t'as fini en crampon. Et j'ai fini en crampon. Donc, voilà, j'ai sûrement dû avoir des moments un peu difficiles, mais finalement, après, j'ai vite basculé dans l'entrepreneuriat. Et voilà, et reparti dans une boulimie au début. Et là, tu te trompes un peu pendant quelques mois, mais dans une boulimie d'activité qui fait que la télé m'a beaucoup aidé aussi de rester en contact avec les joueurs Bien et sûr. le terrain et d'être consultant. Je pense que, je sais pas si tu le ressens comme ça, mais aujourd'hui, ça te fait garder un lien. Bien sûr. Et du coup, pareil, la transition, elle est beaucoup plus facile. Et du coup, cet équilibre, il a été bon. Ça a été Canal+ pendant un an, où du coup, c'était encore tous les week-ends. Et puis après, c'était trop. C'était plus conciliable pour moi avec l'activité entrepreneuriale. Donc voilà, c'est devenu France Télévisions, les matchs de l'équipe de France. Mais voilà, l'équilibre, il est pas mauvais. Donc, j'ai pas eu de chute brutale. Mais je ne suis pas passé loin et j'imagine tous les joueurs qui arrêtent sur blessure, qui en avaient encore sous le capot, mais finalement, et là je peux comprendre la difficulté psychologique d'arrêter et la violence de l'arrêt. Transition toute faite, donc oui, il y a la télé, d'accord, mais il y a aussi ton aventure entrepreneuriale. Tu aurais pu faire vachement plus simple quand même, vachement moins risqué. Au final, 127 employés dans plusieurs franchises McDo, c'est un vrai parcours du combattant. Alors c'est peut-être un des challenges qui a été à la hauteur de ton ambition. Ouais. Mais quelle est-elle, ton ambition entrepreneuriale? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu te fixes une limite? Est-ce que tu as une ambition? Ou est-ce que c'est juste t'arracher, quoi, faire le maximum possible et tu verras bien où ça te mène? Ouais, c'est faire le maximum. En fait, là où j'étais associé, ce qu'on a dit, dans des différentes sociétés avant, et qui étaient rassurantes, tu te dis, voilà, les gens, ils auront de l'expérience, ils vont m'épauler, ils vont m'aider. En fait, rapidement, je me suis dit... Ah, t'es tout seul, là?
Ouais, t'es tout seul, mais en fait, c'est ça, c'est ce dont j'avais envie, je me suis rendu compte. C'était de se dire, Peut-être t'étais prêt man, à ce moment-là. j'étais pas prêt, mais le parcours faisait que tu passes par tous les postes, t'as une grosse phase de recrutement qui fait que ça te donne de la légitimité. Ouais. Donc, voilà, pendant 2 3 ans, c'est repartir de zéro et Ouais. puis de retrouver des compétences. Ouais. Mais à la fois, le fond, c'était de se dire, ok, j'ai vécu et tu en fais ou tu en as fait des conférences en entreprise où tu fais le parallèle sport-entreprise, où tu dis, voilà, les valeurs, elles sont transposables de la vie sportive à la vie en société. Mais je me suis dit, ok, tu le dis, tu l'as vécu du côté sportif, mais est-ce que réellement, toi, tu es capable de le faire? Est-ce que toi, tu es capable de manager une équipe, une entreprise? Est-ce que tu es capable de construire la performance? Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a attiré. Et c'est ça qui m'attire, en fait. Je sais pas, je me fixe pas d'objectif à long terme. J'ai envie, bien sûr, de continuer à grandir, d'avoir encore plus de collaborateurs, de construire mon équipe autour de moi. Mais c'est ça, c'est en fait se dire, voilà, moi, ce que j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre avec plein de joueurs différents, hyper talentueux, qui ont eu du charisme, des leaders différents. J'ai eu des entraîneurs qui étaient différents. Donc j'ai eu l'impression de me dire, voilà ce qui a été bien chez lui, d'essayer de synthétiser ce que j'ai adoré chez certaines personnes et de dire, voilà, je vais essayer de le retranscrire. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est ce qui me plaît, c'est de partager des choses avec des collaborateurs. Et c'est l'humain, je crois, qui me plaît beaucoup. Et puis voilà, après, effectivement, la gestion d'une entreprise avec les risques que ça comporte. Mais j'avais envie de le vivre tout seul, en fait. J'avais là où j'étais rassuré de m'appuyer sur les autres, là, je me suis dit, j'ai toujours voilà, une épaule sur qui m'appuyer, ça c'est sûr. Et la marque, elle est super pour ça. Voilà, c'est mon quotidien, c'est aussi de la prise de risque et de transmettre ce que j'ai vécu, ouais, de la gestion et de la transmission. T'as dû te séparer de gens? Ça m'est arrivé, Est-ce que t'as été pas franc beaucoup. avec eux? Est-ce que t'as changé? Ouais, non, mais Est-ce que t'as promis un truc pour ne pas le c'est faire? exactement ça, et c'est ce qu'on transmet, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, mais je crois que c'est important d'être franc. Tu dois apporter, t'essayes d'apporter quelque chose à quelqu'un pendant un certain nombre de mois, d'années, peu importe le profil, et puis à un moment donné, des fois, ça marche plus. Ou c'est plus la stratégie, et il faut être capable de le dire. C'est pas évident au début, mais je crois qu'il faut être capable de le dire. On en sera toujours, il y aura peut-être quelques mois, années, on se reverra peut-être plus jamais, mais si on se revoit un jour, je crois qu'il y aura eu, avec le recul, on se rend compte, et moi je l'ai vu après, c'est que voilà, quand tu as été franc avec quelqu'un, et ben, c'est quand même plus simple après de se revoir, et je trouve que voilà, ça marque quand même du respect. Ça marque du respect. Bon, écoute, en tout cas, c'est inspirant, ça te dégueule des yeux, en fait, cette envie d'ambition, de franchise, d'embarquer les gens avec soi, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est construire son bateau, mais c'est aussi être responsable et avoir le poids de cette responsabilité de la création de valeur. C'est quand même vraiment pas évident. Est-ce que tu continues, alors c'est vraiment une question anecdotique, mais tu continues à faire du sport et pourquoi? Alors ouais, j'en ai vraiment besoin. J'ai encore besoin de faire du sport, de me faire un peu mal quand même. Même si quand même on a quelques séquelles, hein, on va pas se mentir. Mais oui, aujourd'hui faire du sport, je manque un peu de temps, mais globalement il y a le côté dépense énergétique. Faire un peu de cardio, muscu, j'en ai besoin. Ça me rassure déjà physiquement. Le fait de pas trop maigrir en fait, j'ai plus cette tendance là et d'être encore un peu, j'ai le même problème, d'être un peu constant. Ouais, je sais, mais je le vois, c'est l'enfer, tu fonds de plus en plus, c'est l'enfer. Non, je me suis rendu compte surtout que mentalement, Ouais. je me sentais plus en confiance quand j'étais aussi mieux dans mon corps. Bien sûr. Et donc du coup, oui, j'ai besoin autant pour le plaisir de faire du sport parce que j'adore ça. J'ai commencé comme beaucoup le padel, parce que c'est très ludique, ça, ce côté ludique, j'aime ça. Mais j'ai besoin de plus, j'ai besoin quand même que mon corps il soit au niveau de mes ambitions intellectuelles. Et pour l'instant, j'arrive pas à le décorréler. C'est que si je suis pas bien dans mon corps, j'ai l'impression que je vais être moins performant intellectuellement, moins performant au quotidien. Donc oui, j'en ai encore besoin. Et l'entrepreneuriat, c'est du haut niveau de charge-travail quand même, de Ouais, travail. c'est beaucoup de travail. Tu parlais de ces sacrifices que tu as demandé à ta famille et tout, mais j'avais envie de te dire quand même, t'as pas choisi la voie où il y a le moins de sacrifices, où tu peux pas dire non désolé, je suis pas dispo, je me barre. C'est vrai. C'est toi le boss. Mais en même temps, tu
tu maîtrises aussi les choses. Ouais. Et pendant des années, toi comme moi, le sport de haut niveau c'est génial, mais tu subis un emploi du temps. Ouais. Tu subis les entraînements, tu subis un calendrier de matchs, Ouais. puis tes vacances elles sont quand tu es Ouais. éliminé, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, et énormément d'investissement, mais aussi tu peux choisir. Tu peux choisir C'est toi qui conduis. voilà, de t'occuper de tes enfants, de soulager ta femme, de partir en vacances quand tu le veux. Donc cette maîtrise, elle s'apprend, ça met du temps aussi, mais c'est aussi ça qui fait la richesse de cette voie-là. Superbe. Écoute, quelques petites questions pour clore cette discussion, franchement, qui a été hyper riche. Merci encore. Merci à toi. Un entrepreneur avec qui tu voudrais échanger. Alors, me dis pas Elon Musk et compagnie, parce que je peux pas y arriver là. Mais... Non, il y en a un que j'ai croisé plusieurs fois, mais on ne s'est pas encore posé vraiment pour parler boulot, pour échanger. C'est Guillaume Gibaud qui a monté le style français. Je crois que c'est aujourd'hui des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui le font au-delà du business, qui font bien les choses, pour leurs salariés, pour le futur, et qui créent des choses qui sont innovantes. Tu parlais d'innovation, c'est des gens qui sont innovants dans leur démarche et qui ont l'œil qui pétille quand ils parlent de leur entreprise, de leurs salariés, et voilà, et qui est parti de pas grand chose aussi, et donc du coup voilà, c'est qui est parti d'un pari de potes, enfin je veux dire, et aujourd'hui il fait partie des gros entrepreneurs, des beaux entrepreneurs français, donc voilà, il faudrait que je me pose avec lui, voilà, c'est la prochaine étape. Alors j'ai son contact, c'est bien. Maintenant, faut que je lui cale. J'espère qu'il entendra et qu'il m'accordera une journée boulot, parce que c'est des gens qui sont inspirants, et voilà. Et quand on parle des fois on en parlait pendant le podcast, de jeunesse, de limites, etc. En fait, on parle des fois de limites dans la vieillesse, mais c'est pareil à l'inverse. Il n'y a pas de limite dans la jeunesse non plus. Et voilà, c'est des beaux exemples. Donc au niveau accessif, je sais que ça peut se réaliser, c'est Guillaume. Lui, tu as son 0,6, tant voilà. mieux, on va y arriver. Et s'il y a zéro limite, un entrepreneur, un investisseur, enfin quelqu'un vraiment qui pourrait potentiellement t'inspirer et que tu aimerais rencontrer? Il y en a, je sais pas, je saurais pas te dire, j'arriverai pas à faire de choix, parce que non, pas Elon Musk, parce que effectivement c'est des grosses réussites, mais en fait je crois que j'ai besoin de rencontrer des gens avec lesquels je peux m'identifier humainement. Je le connais pas en même temps, et on a toujours la vision d'un documentaire qu'on a pu voir et tout ça, mais oui, effectivement, c'est des bourreaux de travail, mais je crois qu'il y a quelque chose qui me manquerait humainement, j'ai l'impression, dans la relation salariée. Donc, ouais, je crois que toi, tu t'entoures de gens qui sont inspirants, et je crois que tu as pas mal de gens à me présenter, parce que qui sont des vrais gens qui ont réussi avec des valeurs qui sont importantes. Donc il n'y a pas de jugement, chacun réussit comme il veut, mais moi j'ai besoin d'un peu plus que juste le business. Moi, je te le disais en off, j'ai passé un moment avec Mathieu Chabran il y a quelques semaines, vous serez cul et chemise. C'est franchement, pour ça, le cofondateur de Tikeo Capital, ça me va pour un drive absolument incroyable, une ambition qui est contagieuse, une énergie qui est enivrante. Ouais, et puis tu me l'as dit, passer par un moment difficile pour après savoir où tu veux aller, parce que il y a des personnes, elles subissent des choses, des critiques, etc. Et ça t'arrive dans le sport, mais il n'y a que toi qui sais où tu veux aller, et qu'à la sortie, ça va faire changer la vie des gens. Mais ça demande une bataille de prendre sur soi pendant quelques mois, quelques années, pour à la fin qu'ils se disent ah ouais, il avait raison, et c'est chouette ce qu'il a fait, mais c'est beaucoup de courage. Donc ouais. Celui qui lâche, il a perdu. Voilà, donc ça me va. Prochaine. Magnifique. Et il y a un documentaire, un bouquin, un film, un truc qui t'inspire un peu? Alors bouquin, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que, et je l'ai offert à un de mes collaborateurs il y a pas longtemps, c'est Paulo Coelho, le manuel du guerrier de la lumière, où je trouve que c'est facile à lire, il y a plein de phrases qui sont hyper inspirantes, et que tu te retrouves dans ta vie de sportif, d'entrepreneur, et moi je trouve qui sont assez bien faites. Et c'est vrai que ce livre, je le relis régulièrement, je l'offre, parce que c'est quelque chose qui est, je trouve qu'on peut le lire n'importe comment, à n'importe quel rythme, dans n'importe quel ordre, et il y a toujours, on y trouve forcément quelque chose qui nous parle. Documentaire, non, je regarde un peu tout. J'aime bien les choses qui me paraissent insensées. J'ai regardé la dernière fois
The Dawn Wall ou Free Solo, qui sont des documentaires sur des gens sur l'alpinisme. Je sais pas si tu l'as vu, Free Solo. Non. Bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui décide de monter une façade plate, quoi. Il y a pas pour tout, il n'y a pas de prise, il a pas d'assurance, etc. Mais en fait, ce qu'il te dit, c'est pas que il veut pas mourir, lui. D'ailleurs, il est pas mort, mais qu'il veut tout maîtriser et qu'il veut se donner les moyens de maîtriser, de réussir quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, j'aime bien. Ça me paraît complètement fou, donc j'aime bien regarder. Pas mal les documents de sport. Tu t'y retrouvé encore. Je me dis, ouais, c'est impossible, mais il y a des gens qui font des choses impossibles. C'est absolument hallucinant. Magnifique. Vincent, merci beaucoup. Merci pour à ton toi. temps. C'était franchement canon. Je te souhaite sincèrement beaucoup d'énergie et de bonheur. Et au vu de ce que tu travailles, au vu de ton cercle. Des rencontres qui vont arriver. Au vu des rencontres qui vont arriver, absolument. Et de toute cette vibe positive, en gardant le sourire et le verre à moitié plein, toujours. La positive attitude et tout. J'y crois à fond. Je serai ton premier fan et supporter si on a des réducs au resto. C'est de la gratuité pour toi. Ouais, fais gaffe parce que là je vais te plomber ton PNL, je te le dis. À moi tout seul, je suis capable de faire un massacre. Merci beaucoup. Voilà, The Grind Game, c'est l'idée de partager ses recettes. C'est le premier qui lâche, il a perdu. C'est un labeur de tous les jours, mais l'excellence, c'est le 1% du 1%. Et donc c'est pas fait pour tout le monde. Ça veut pas dire que les gens sont meilleurs ou moins bien, mais ça veut dire qu'il y a un certain, des bestiaux de compétition qui sont des entrepreneurs, qui sont des investisseurs, qui peuvent être des athlètes, qui peuvent être des aventuriers, qui peuvent être des artistes, des musiciens, des chefs cuistots, tout ce que tu veux. Mais bref, l'excellence, c'est l'excellence. Tous ces profils sont là. Je trouve ça, moi, absolument passionnant. Donc, encore merci pour ton temps et merci de nous avoir accueillis dans tes locaux.